Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'islamo-gauchisme. Alors l'islamo-gauchisme, c'est un mot que vous avez sans doute entendu récemment. C'est pas vraiment un mot nouveau, mais c'est un mot qui en tout cas devient de plus en plus présent dans la scène politique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certains ont décidé de lancer ce mot et de l'utiliser et à quoi il sert pour ceux qui l'utilisent. On commence sans plus attendre. Allez, c'est parti. Alors avant de s'intéresser à pourquoi ce mot est aussi utilisé aujourd'hui, notamment par les macronistes, il faut d'abord s'intéresser à son origine, à voir comment il est apparu sur la scène politique. Sur ça, je ne vais pas trop m'étendre dans cette vidéo, je vais vous renvoyer vers un article que je mets en lien dans la description, qui est très bien fait, c'est un chercheur du CNRS qui l'a fait, et il explique que c'est un mot qui a été introduit en France, notamment par l'extrême droite. Elle s'en est beaucoup servi, l'extrême droite, après l'élection présidentielle de 2017, pour essayer de disqualifier la France insoumise. En fait, juste après l'élection présidentielle de 2017, on est dans une situation où Marine Le Pen a perdu l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, et l'extrême droite se retrouve à n'être pas identifiée comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Ils sont dans une difficulté et pour répondre à cette difficulté, plutôt que de proposer des choses, bien ils vont taper sur la France insoumise qui est perçue comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Du coup, ils essayent d'utiliser ce mot, islamo-gauchiste, pour donner l'impression qu'il y aurait des liens entre la France insoumise et l'islam politique, les islamistes et, si on tire le fil, avec les terroristes. Évidemment, c'est énorme, c'est gros, c'est tout ce que vous voulez, mais à ce moment-là, c'est tellement gros justement que ça ne passe pas, que ça ne marche pas, que ça ne prend pas, que ce mot n'est pas très utilisé. Il y a néanmoins une exception assez notable, et elle est notable parce qu'elle ne vient pas normalement de l'extrême droite, c'est Manuel Valls, qui, le 3 octobre 2017, utilise ce mot contre la France insoumise en disant que la France insoumise aurait des complicités vis-à-vis de l'islam politique. Et donc il utilise ce terme, islamo-gauchiste, pour qualifier les insoumis, mais à l'époque, si vous voulez, tout le monde s'en fout parce que c'est Manuel Valls et que Manuel Valls, tout le monde s'en fout, et qu'il est pris à ce moment-là dans une espèce de lutte politique locale à Évry, puisque son élection est sur le point d'être invalidée, vous le savez peut-être ou vous vous en souvenez plus, je sais pas, mais il avait été élu de justesse par 139 voix d'écart face à justement une insoumise qui s'appelle Farida Amrani, et à ce moment-là, il était donc dans cette espèce de lutte locale, et on comprend qu'il utilise ce mot-là dans cette lutte locale, dans l'idée que potentiellement il y aurait une nouvelle élection législative, et que donc il faudrait qu'il commence sa campagne de disqualification de son adversaire plutôt que de proposer un programme. Mais voilà un petit peu comment apparaît ce mot vraiment sur la scène politique française, et à ce moment-là, honnêtement, ça marche pas beaucoup, ça prend pas beaucoup, et ça va changer en fait en octobre et novembre 2020. Parce que la nouvelle salve d'utilisation de ce mot, islamo-gauchiste, elle commence en réalité juste après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Le premier de nouveau à utiliser ce mot-là, et il le fait d'une manière qui est réellement abjecte et honteuse, c'est Manuel Valls, qui depuis la marche d'hommage à Samuel Paty, va s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon, va s'en prendre aux insoumis, en les traitant d'islamo-gauchistes et en disant qu'ils ont des complicités, une très grande complicité, dit-il, avec l'islam politique. Sous-entendu, les insoumis seraient les complices des islamistes, seraient les complices des assassins, seraient les complices des terroristes. Voilà ce que veut dire ce mot dans la bouche de Manuel Valls. Et quelques jours plus tard, il va être repris par Jean-Michel Blanquer pour qualifier cette fois-ci l'UNEF, mais c'est un peu la même idée, c'est on utilise ce mot-là pour disqualifier les gens, pour dire qu'ils auraient des complicités vis-à-vis des terroristes, vis-à-vis des islamistes. Alors évidemment, c'est honteux, c'est énorme, et c'est fait pour parce que c'est un mot qui est fait pour choquer, pour provoquer de l'actualité. Ce mot-là, il est utilisé, pour provoquer donc cette actualité au moment où on l'utilise, et deuxièmement, pour reprovoquer une actualité quand des journalistes complaisants vont dire à un insoumis qui est traité d'islamo-gauchiste: machin vous traite d'islamo-gauchiste, qu'est-ce que vous lui répondez? Et ensuite, ils peuvent faire une nouvelle dépêche sur le thème la bataille sur l'islamo-gauchisme entre machin qui a traité un insoumis et l'insoumis machin qui répond au premier. Vous voyez l'idée, c'est de faire une bulle d'information autour de quelque chose qui au final n'existe pas. Alors pourquoi faire cette bulle d'information? Eh bien, tout simplement, le premier point, c'est que ça sert à faire diversion. Et dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty, la diversion recherchée, elle est assez évidente par le gouvernement, c'est que on a vu depuis qu'il y avait eu une chaîne d'alerte et aussi du coup une chaîne de défaillance dans les services de renseignement sur cet assassinat de Samuel Paty. En faisant en sorte qu'on parle d'autre chose, d'islamo-gauchisme, eh bien on évite de parler de cette chaîne de responsabilité, des manques de moyens dans le renseignement, et du coup d'essayer de faire en sorte de savoir comment on peut en arriver à une telle situation dans notre pays,
et comment on pourrait lutter plus efficacement contre le terrorisme effectif, c'est-à-dire contre des gens qui effectivement prennent des armes ou des bombes ou ce que vous voulez pour essayer d'aller tuer des gens. Mais tout ça, on n'en a presque pas parlé parce qu'il y a eu un débat sur totalement autre chose, l'islamo-gauchisme, et c'est un peu la même logique que vous retrouvez aujourd'hui avec Frédérique Vidal qui s'en prend aux chercheurs à l'université. Elle utilise ce mot, islamo-gauchisme, islamo-gauchiste, pour éviter qu'on parle d'autre chose qui est bien plus important dans l'université, c'est la misère étudiante, c'est ces longues files d'attente d'étudiants que vous voyez qui attendent à manger, en fait, qui juste font la queue pour bouffer. Et ça, ils ne veulent pas qu'on en parle, ils ne veulent pas qu'on parle de la responsabilité du gouvernement dans la situation de pauvreté des étudiants, et donc ils préfèrent lancer un autre débat. Comme ça, quand on parlera d'université, eh bien, le thème, ça sera l'islamo-gauchisme plutôt que la misère étudiante. Alors, en fin de vidéo, on réglera quelques comptes avec Manuel Valls, Emmanuel Macron et les complicités vis-à-vis de l'islam politique. Mais en attendant, il faut que je vous parle d'autre chose. Parce que ce mot islamo-gauchisme, islamo-gauchiste, il a une deuxième utilité et celle-ci, elle est bien plus importante que la seule diversion qu'il permet de faire quand on l'utilise. En fait, ce mot, aujourd'hui, dans la scène politique française, il sert d'outil de disqualification d'une opposition, des insoumis en l'occurrence. Et ça, on peut en prendre pleinement la mesure depuis qu'a eu lieu le débat Darmanin-Le Pen et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour bien comprendre quelle est l'utilité de ce mot pour le système oligarchique qui l'utilise, parce que désormais c'est le système oligarchique qui l'utilise, les macronistes, les médias qui sont complices de leur technique d'attaque avec l'utilisation de ce mot, eh bien il faut remonter 20 ans en arrière en réalité. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre de remonter aussi loin parce que ce mot-là n'était pas utilisé, mais il faut qu'on retrace un peu le fil de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. En 2002, au deuxième tour de l'élection présidentielle, Jacques Chirac est au deuxième tour face à Jean-Marie Le Pen. Et à ce moment-là, Jacques Chirac l'emporte très largement face à donc le candidat de l'extrême droite. Et à partir de ce moment-là, le système oligarchique commence à se dire que finalement, avoir un Le Pen ou avoir l'extrême droite au deuxième tour, c'est assez facile pour continuer à reproduire le pouvoir de ce système oligarchique. Donc du coup, ils vont se dire comment faire pour faire en sorte que l'extrême droite soit au deuxième tour. C'est pas facile avec Jean-Marie Le Pen parce que Jean-Marie Le Pen était vraiment perçu comme ne faisant pas partie du champ républicain. Mais heureusement pour le système oligarchique, il va y avoir un changement à l'intérieur de l'extrême droite, c'est l'arrivée à la tête du Front National de Marine Le Pen en 2011. Et à partir de là, commence une double stratégie, celle de Le Pen et celle des médias de l'oligarchie, de dédiabolisation de Marine Le Pen. En gros, au lieu de la mettre à l'écart du champ républicain, eh bien on commence à l'y intégrer, on commence à la rendre respectable et petit à petit même désirable. Le but, c'est évidemment de faire en sorte qu'elle soit assez désirable pour atteindre le deuxième tour et face à n'importe quel candidat du système, du coup, permettre aux candidats du système de l'emporter. Vous avez eu le résultat de cette stratégie de long terme en 2017, puisque Marine Le Pen a accédé au second tour et qu'elle a largement perdu face à Emmanuel Macron, comme vous le savez. Et à l'inverse, il y a une stratégie de diabolisation de ceux qui pourraient incarner une alternative, et Jean-Luc Mélenchon en a fait les frais dans la campagne présidentielle de 2017 avec toute une diabolisation autour de l'Alba et du Venezuela, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais le but est de faire en sorte que ce candidat-là n'accède pas au second tour parce que lui, pour le coup, il y avait des sondages qui ont été faits pendant la campagne de 2017 et qui montraient qu'il l'emporterait face à Marine Le Pen et potentiellement aussi face à Emmanuel Macron. En tout cas, ils étaient au coude à coude à quasi 50-50. Sauf que cette stratégie, elle pose un double problème pour le système oligarchique. Le premier d'entre eux, c'est qu'il fait reposer la poursuite du système libéral sur un vote contre. On ne va pas voter pour le programme du candidat libéral, on va voter contre le candidat ou la candidate d'extrême droite. Donc, premier problème, eh bien, le candidat du système risque de ne même pas accéder au second tour. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'à force de rendre l'extrême droite respectable, désirable et peut-être même souhaitable, eh bien, le système oligarchique prend le risque de perdre au second tour face à l'extrême droite, et là on est précisément dans cette situation actuellement. Alors que peut faire le système oligarchique face à ce double problème que lui pose cette stratégie? Eh bien la première, on en a eu la démonstration avec le débat Darmanin-Le Pen. La première, c'est tout simplement d'essayer de se faire plus à droite que l'extrême droite. C'était la stratégie qu'avait utilisée Sarkozy en 2007, ça avait bien fonctionné à l'époque, mais depuis, eh bien, ce qu'on constate, c'est que tous ceux qui ont essayé de se faire plus à l'extrême droite que l'extrême droite
se sont pris un retour de flamme qui était que finalement les gens préfèrent généralement l'original à la copie. Ça, les macronistes n'ont pas l'air d'avoir enregistré l'information et ils sont en ce moment dans cette stratégie-là. C'est pour ça que Darmanin, dans son débat face à Le Pen, lui dit qu'elle est trop molle, qu'elle ne cible pas assez l'islam comme problème. Et c'est aussi pour ça que Frédérique Vidal, en ce moment, est en train de taper sur les universitaires, parce que ça fait aussi partie des obsessions de l'extrême droite. Les sciences sociales à l'université, c'est une zone de combat pour l'extrême droite et Vidal est en train de prendre en charge ce discours d'extrême droite pour essayer de faire on est plus à l'extrême droite que l'extrême droite. Donc ça, c'est une partie de la stratégie, c'est ce qui dans leur esprit permet de l'emporter face à l'extrême droite dans un second tour, mais du coup il leur faut une autre stratégie pour le premier tour. Et comme évidemment ils sont pas capables de rendre désirable le programme libéral, eh bien ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de rendre indésirable tout programme alternatif à celui du système. Et c'est précisément dans ce cadre-là que s'inscrit l'utilisation du terme islamo-gauchiste et islamo-gauchisme pour qualifier les insoumis et en fait pour disqualifier les insoumis, et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'élection présidentielle de 2017 pour vous expliquer que c'était l'aboutissement de la stratégie du système oligarchique avec l'arrivée de Marine Le Pen au second tour et la victoire du candidat du système face à elle. Mais ce que je vous ai pas dit sur l'élection présidentielle de 2017, c'est que du point de vue du système oligarchique, il s'est passé un événement considérable qui est le résultat à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu près de 20% des votes et 7 millions de voix sur un programme qui, pour le coup, est en rupture totale avec la poursuite du système libéral. Parce qu'un candidat qui fait 7 millions de voix sur un programme qui propose notamment la 6ème République et l'augmentation du pouvoir du peuple avec le référendum d'initiative citoyenne, qui propose l'augmentation du SMIC, le partage des richesses, la baisse d'impôts pour ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois et l'augmentation des impôts pour ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois, avec en particulier le rétablissement de l'ISF. Un candidat qui propose la 6e semaine de congés payés, l'augmentation des petites retraites, la retraite à 60 ans à taux plein. Un candidat qui propose la planification écologique et le fait de ne pas prendre plus à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, avec une proposition comme la règle verte. Un candidat qui propose la sortie des traités européens et la sortie de l'OTAN pour retrouver l'indépendance de la France. Bref, un candidat qui propose un programme de rupture totale avec le système actuel et qui est désirable au point de faire 20% des voix et 7 millions de voix dans une élection présidentielle en France, eh bien ça, pour le système, c'était une alerte maximale du fait que, justement, il était menacé par ceux qu'il n'avait pas vu venir. Alors face à ça, le pouvoir a deux stratégies. La première, c'est l'utilisation politique de la justice, c'est ce qu'on appelle le lawfare. Ça consiste à essayer de démolir un adversaire en utilisant la justice pour le salir. Et c'est ce qu'on a vu notamment avec les perquisitions en 2018, que même un gars de droite du Sénat avait qualifié de perquisitions qui ressemblaient à celles contre des narcotrafiquants et que c'était pas très nécessaire d'en faire autant. Bref, des perquisitions spectacles pour essayer de discréditer un opposant politique. Cette utilisation du lawfare, elle n'est pas récente, elle n'est pas neuve. On l'a vu notamment au Brésil où le juge qui a jugé Lula, qui était le candidat équivalent de Jean-Luc Mélenchon là-bas, est ensuite devenu ministre de la justice du président d'extrême droite Bolsonaro. Donc vous aviez le juge qui juge Lula qui devient ensuite ministre du président qu'il a contribué à faire élire en éliminant son principal opposant avec des mesures judiciaires. Ça, c'est la première stratégie. Et puis, il y en a une deuxième, et c'est celle qui nous intéresse directement dans cette vidéo, c'est la disqualification politique de l'opposition. Et c'est pour ça que, dans ce cas précis, ils utilisent le terme islamo-gauchiste, islamo-gauchisme. C'est précisément pour essayer de disqualifier définitivement les insoumis. Car ce mot, il est absolument pas anodin sur le périmètre politique qu'il définit. Vous auriez d'un côté les gens qui sont des républicains respectables, etc. Et de l'autre côté, les islamo-gauchistes, des gens qui seraient pas respectables parce qu'ils auraient des accointances, des complicités avec l'islam politique, l'islamisme et globalement, si on tire le fil, avec les terroristes. Du coup, ils sont en quelque sorte en train de boucler la boucle qu'ils ont commencé il y a 10 ans avec la dédiabolisation du Front National. La première étape, c'était d'intégrer l'extrême droite à l'intérieur du champ républicain et la deuxième étape, c'est d'essayer d'en faire sortir l'opposition politique au système oligarchique, en l'occurrence ici les insoumis, et de le faire en utilisant un mot qui disqualifie, le mot islamo-gauchiste, le mot islamo-gauchisme, qui pousse hors du champ républicain, qui pousse du côté des ennemis de la République, et c'est pour ça qu'ils utilisent ce mot. Donc vous l'avez compris, c'est pas du tout anodin, c'est un mot qui vient de l'extrême droite, c'est un mot qui est très disqualifiant politiquement, et que désormais un pouvoir politique a récupéré à son compte, un pouvoir politique oligarchique libéral a récupéré à son compte pour essayer de disqualifier son principal opposant politique, en l'occurrence ici Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de 2022 avec
le même programme que celui qui avait fait 7 millions de voix en 2017. Du coup, vous comprenez pourquoi ils utilisent ce mot, c'est parce qu'ils ont les miquettes. Voilà, vous savez maintenant à quoi sert ce mot, je résume. Il sert d'abord à faire diversion et ensuite il sert à disqualifier politiquement un adversaire. Et il n'intervient pas au hasard dans le débat politique national, parce qu'il a été utilisé dans le courant du mois d'octobre. Et peut-être que vous vous en souvenez pas, mais Jean-Luc Mélenchon avait annoncé lors des amphis d'été de la France Insoumise, qui était à la fin du mois d'août, qu'il donnerait public sa décision sur l'élection présidentielle de 2022 dans le courant du mois d'octobre. Donc juste au moment où Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il rendrait sa décision sur l'élection présidentielle de 2022, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a eu la principale charge sur l'islamo-gauchisme dans le but potentiellement de faire en sorte de disqualifier l'entrée en campagne de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, ça n'a pas marché et vous comprenez pourquoi il redouble d'efforts en ce moment, c'est parce qu'ils comprennent bien que faire céder un insoumis, c'est pas possible. Du coup, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'essayer de les disqualifier et ça non plus, à mon avis, c'est pas possible, mais ils peuvent bien continuer comme ils veulent. Il faut le dire qu'ils le font avec une complicité médiatique assez écœurante, puisque au lieu de s'opposer à l'utilisation de ce mot, je vous l'ai dit, les médias s'en servent pour créer de l'information autour de machin vous traite d'islamo-gauchiste, qu'est-ce que vous lui répondez, machin a répondu à truc, et du coup créer de l'information autour finalement de quelque chose qui n'est que du vent. Voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, je vous invite à la partager, mettre des pouces bleus et à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Mais avant ça, je vous ai dit que je voudrais régler des comptes sur l'islam politique avec Manuel Valls et Emmanuel Macron et c'est justement le moment de le faire. Parce que celui qui a commencé le plus fortement avec l'utilisation de ce mot, Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre de la France en 2016, il a défendu la remise de la Légion d'honneur à Mohamed Ben Nayef Al Saoud, qui était le prince héritier d'Arabie Saoudite à ce moment-là. Or, s'il y a bien un pays dans lequel l'islam politique est une réalité, c'est l'Arabie Saoudite, puisque la charia s'applique, puisque l'adultère peut être puni de la lapidation ou de la décapitation par sabre, puisque l'abaya, vous savez, c'est cette longue robe noire, est officiellement obligatoire pour les femmes dans l'espace public et au travail, même si dorénavant des femmes s'opposent, des femmes luttent, c'est une lutte du peuple, des femmes du peuple, pour avoir le droit de ne plus porter cette abaya. Et puis l'Arabie Saoudite est aussi connue pour son implication dans le financement de certains groupes terroristes, et malgré tout ça, eh bien, on défend, quand on est Manuel Valls, la remise de la Légion d'honneur au prince héritier d'Arabie Saoudite. Mais Emmanuel Macron ne vaut pas mieux, lui qui a reçu avec les honneurs le nouveau prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, à l'Elysée, et qui s'est affiché bon ami avec lui, et les mêmes aujourd'hui sont donc en train de nous traiter d'islamo-gauchistes, de gens qui auraient des complicités avec l'islam politique, ce qui fait doucement rigoler quand on les voit se faire des mamours avec les dirigeants d'Arabie Saoudite. Voilà, cette fois-ci, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous le dis, je vous invite à la partager, à mettre des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Juste une petite chose pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, vous l'avez vu, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire des vidéos, malheureusement je suis très pris par mon travail et ce que j'ai le temps de faire de temps en temps, c'est des petits live Twitch en lien avec l'actualité. Donc si vous le souhaitez, je vous renvoie vers ma chaîne Twitch, je vous mets le lien pareil dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous y abonner. J'y suis en ce moment un petit peu plus souvent pour une raison très simple, c'est que ça me prend moins de temps de faire des vidéos sur Twitch que sur YouTube. Sur YouTube, ça demande beaucoup plus de construction et j'ai vraiment plus le temps de le faire assez à mon goût. Alors que sur Twitch, c'est du direct et du coup, ça permet un échange beaucoup plus léger, beaucoup plus souple pour moi. Donc, si vous voulez m'y retrouver en ce moment, j'y suis assez fréquemment. Et j'y fais à la fois du commentaire de l'actualité, de l'analyse des médias et de temps en temps du jeu vidéo, forcément c'est Twitch. Voilà, cette fois-ci on arrive à la fin de cette vidéo pour de bon. J'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!